Bloc 1, sang et ombre. Le service de nuit à l'hôpital Mercy General sentait toujours la même chose. L'antiseptique se superposait à l'odeur métallique du sang, du café froid et du désespoir. Je m'y étais habitué au cours de mes 3 années en tant qu'infirmière aux urgences. Mais ce soir-là, l'odeur de cuivre était plus forte, s'accrochant à ma blouse malgré le rituel minutieux de lavage des mains que j'effectuais entre chaque patient. Emma, c'est à toi. Rideau 4. Le docteur Patel fit glisser un dossier sur le comptoir du poste des infirmières sans lever les yeux de son téléphone. Mes épaules me faisaient mal à cause du double service. Les 12 heures s'étaient transformées en 16 et la fatigue me pesait comme une force gravitationnelle. J'avais prévu de rentrer chez moi MCOM, mais nous étions perpétuellement en sous-effectif. Et dire non n'était pas vraiment une option. Pas quand j'avais un loyer à payer dans 3 jours et à peine assez d'argent sur mon compte pour le couvrir. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en parcourant les quelques notes. Homme, lacération, possible blessure par balle. Il refuse de voir un médecin. Le docteur Patel leva enfin les yeux. Nettoyez-le et faites-le sortir. La salle d'attente est bondée. J'ai acquiescé en rassemblant le matériel nécessaire dans le chariot. Encore un vendredi soir, encore une succession d'ivrognes, de bagarres et d'accidents. Le rideau de la baie 4 était tiré, ce qui était inhabituel dans notre service d'urgence surpeuplé, où l'intimité était un luxe que nous offrions rarement à nos patients. J'ai frappé 2 fois sur le cadre métallique. « Bonsoir, je m'appelle Emma. Je suis votre infirmière pour cette nuit. » Le silence qui a suivi m'a donné la chair de poule. J'ai écarté le rideau de quelques centimètres et je me suis figé. 3 hommes occupaient le petit espace. 2 se tenaient de chaque côté du brancard comme des sentinelles, vêtus de costumes noirs identiques malgré la chaleur estivale. Leur posture était rigide, les mains jointes devant eux, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil foncé qui n'avaient pas leur place dans un hôpital éclairé par des néons à 2 heures du matin. Mais c'est le 3e homme qui a attiré mon regard comme un aimant attirant des limères de fer. Il était assis sur le bord du lit, le dos droit, une main pressée contre son flanc, où du sang rouge vif maculait sa chemise blanche coûteuse. Sa veste, qui coûtait probablement plus cher que 6 mois de mon loyer, était soigneusement pliée à côté de lui, épargnée par la violence qui avait déchiré sa chair. J'ai demandé à voir un médecin. Sa voix était grave, avec un accent que je ne parvenais pas à identifier. Italien peut-être, ou russe, douce comme un whisky vieilli avec une note grave. Je pénétrai dans la pièce, laissant le rideau se refermer derrière moi. « Je suis désolé, monsieur, mais je suis tout ce que vous avez ce soir. Je vous assure que je suis tout à fait qualifié pour soigner les lacérations. » Il leva les yeux vers moi et je faillis reculer d'un pas. Ils étaient de la couleur de la glace arctique, d'un bleu pâle, presque incolore sous la lumière crue de l'hôpital. Son visage était tout en angle et en ombre, la mâchoire rasée de près, les cheveux noirs peignés en arrière depuis un front haut, beaux comme le sont les prédateurs, beaux dans leur dangerosité. « Laissez-nous, dit-il. » Et pendant un instant de confusion, je crus qu'il s'adressait à moi. Les 2 hommes en costume échangèrent un regard avant que l'un d'eux ne prenne la parole. « Monsieur, nous devrions y aller. » Un seul mot, mais qui avait le poids d'une autorité absolue. Ils partirent sans un mot, se glissant à travers le rideau avec une grâce surprenante pour des hommes bâtis comme des murs de briques. Je m'éclaircis la gorge, soudain consciente d'être seul avec lui. Je dois voir la blessure. Il m'étudia longuement, son regard me disséquant aussi minutieusement qu'un scalpel. Je luttais contre l'envie de m'agiter sous son regard scrutateur. « Vos mains tremblent, observa-t-il. » Je baissai les yeux. Il avait raison. Je serrais les poings puis les relâchais. Notre corps de travail. Rien que le café ne puisse arranger. Quelque chose qui ressemblait à de l'amusement passa sur son visage. « Ça va, ça vient. Vous devriez prendre mieux soin de vous, » dit l'homme, qui saignait partout sur ma table d'examen. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir, et je me raidis immédiatement. Mais au lieu de colère, ce sourire fantomatique réapparut. Il a commencé à déboutonner sa chemise d'une main, l'autre toujours pressée contre son flanc. Quand il a eu du mal avec le 3e bouton, je me suis avancé. « Laissez-moi faire. » Sa main a attrapé mon poignet, ses doigts l'entourant complètement. Son toucher était étonnamment chaud, sa peau lisse, à l'exception des callosités que je pouvais sentir contre mon pouls. Ce contact a envoyé une décharge électrique dans mon bras qui n'avait rien à voir avec la peur. Ou du moins,
Pas entièrement. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il, toujours en me tenant le poignet. Je vous l'ai dit. Emma. Emma Shaw. Emma Shaw. Il répéta mon nom comme s'il savourait chaque syllabe. Vous n'avez pas peur. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. J'ai soigné des membres de gang, des trafiquants de drogue et des hommes d'affaires alcooliques qui pensent que leur argent les rend intouchables. Vous n'êtes qu'un patient parmi d'autres. Il lâcha mon poignet et se pencha légèrement en arrière. Alors traitez-moi comme un patient parmi d'autres. J'ai fini de déboutonner sa chemise en écartant délicatement le tissu où le sang avait commencé à sécher et à coller à sa peau. La blessure était une entaille nette d'environ 10 cm de long, le long de ses côtes. Profonde, mais pas assez pour nécessiter une intervention chirurgicale. À côté, il y avait une blessure plus ancienne, une blessure par balle, plissée et rose, en voie de cicatrisation. Il faut des pointes de suture, ai-je dit en prenant l'antiseptique et les antibiotiques. Que s'est-il passé? Est-ce important? J'ai imbibé une compresse de gauze de solution saline. Cela m'aide à déterminer le risque d'infection. Les blessures par couteau et par verre brisé véhiculent des bactéries différentes. Un couteau, a-t-il répondu après une pause. Un couteau très propre, ai-je acquiescé, tout en nettoyant méthodiquement la zone. Son torse était mince et musclé, sa peau olive marquée de cicatrices, certaines chirurgicales, d'autres clairement pas. Cet homme n'était pas étranger à la violence. Ça va piquer, l'ai-je prévenu avant d'appliquer l'antiseptique. Il n'a pas bronché, n'a même pas cligné des yeux. Sa respiration est restée régulière, ses yeux fixés sur mon visage plutôt que sur mes mains. Je pouvais sentir le poids de son regard tandis que je préparais l'anesthésique locale. Je n'en ai pas besoin, a-t-il dit en voyant de la seringue. C'est la procédure standard pour les piqûres sans aiguille. Quelque chose dans son ton m'a poussé à mettre la seringue de côté sans discuter. J'ai enfilé l'aiguille à suture courbée à la place. Alors ça va faire très mal. Il a légèrement haussé les épaules. La douleur et moi sommes de vieilles connaissances. J'ai commencé la première suture, m'attendant à ce qu'il se crispe ou s'agrippe aux barrières. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Ses yeux n'ont pas quitté mon visage pendant que je travaillais. L'intensité de son regard me réchauffant les joues malgré la fraîcheur de la pièce. Où avez-vous appris à suturer aussi proprement? M'a-t-il demandé après que j'ai terminé plusieurs points. Votre technique est précise. Ma grand-mère était couturière. Elle m'a appris à coudre avant même que je sache écrire mon nom. J'ai fait un autre point, même si elle n'aurait probablement jamais imaginé que j'utiliserais ses compétences de cette manière. Un son a grondé dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait un rire, mais presque. La vie suit rarement le chemin que nous imaginons pour nous-mêmes. Pour une raison quelconque, cette observation me serra la gorge. Il y a 3 ans, j'étais en dernière année de médecine, fiancé à un interne en chirurgie avec un avenir tout tracé. Aujourd'hui, j'étais infirmière aux urgences, travaillant 2 fois plus pour payer le loyer d'un studio, célibataire et luttant pour rembourser une montagne de dettes. Non, acquiesçai-je doucement, ce n'est pas le cas. Nous sommes tombés dans le silence tandis que je terminais les sutures. 17 au total. Sa peau était chaude sous mes doigts gantés. Sa respiration était contrôlée, mais s'accélérait parfois lorsque je touchais un point particulièrement sensible. Alors que je faisais le dernier nœud, le rideau a bruissé. L'un des hommes en costume s'est glissé à l'intérieur et s'est penché pour murmurer à l'oreille de mon patient. La langue n'était pas l'anglais, mais l'urgence était universelle. L'expression de mon patient s'est assombrie, sa mâchoire s'est crispée et il a répondu par une phrase courte et sèche. L'homme en costume s'est immédiatement retiré. Je dois faire un bandage, ai je dit en attrapant le pansement stérile. Faites vite, je travaillais efficacement, fixant solidement les bords du pansement à sa peau. Vous devez garder cela au sec pendant au moins 48 heures. Changez le pansement tous les jours. Pas d'activité physique intense. Ne soulevez rien de plus lourd que 5 kilos. Les sutures devraient être retirées dans 10 jours. Vous devriez vraiment consulter un médecin pour cela, mais je vais vous envoyer quelqu'un. Il commença à boutonner sa chemise. Ses mouvements étaient fluides malgré sa blessure. Je clignais des yeux. Quoi? Non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez revenir à l'hôpital ou consulter votre médecin traitant. Il s'est levé et j'ai soudain pris conscience de sa taille imposante, au moins un charrois-automobilisme contre mon 1,65. La petite salle d'examen semblait rétrécir encore plus avec sa présence. Je n'ai pas de médecin traitant et je ne vais pas à l'hôpital.
Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un porte-billets qui m'a fait écarquiller les yeux. Il a sorti plusieurs centaines de billets et me les a tendus. J'ai reculé en secouant la tête. Je ne peux pas accepter ça. Il a haussé les sourcils. Vous en avez besoin. Ce n'est pas que je ne peux pas accepter d'argent de mes patients. C'est contraire à l'éthique. L'éthique. Il a prononcé ce mot comme s'il l'amusait. Il a glissé l'argent dans la poche de ma blouse avant que je puisse l'en empêcher. Considérez cela comme des honoraires de consultation pour votre discrétion. Le message était clair. Pas de dossier, pas de questions, pas de rapport à la police concernant des blessures suspectes. J'aurais dû protester. J'aurais dû le signaler immédiatement. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à acquiescer, le poids des billets brûlant ma cuisse à travers le tissu fin. Il enfila sa veste avec précaution, grimaçant légèrement lorsque le mouvement tira sur ses points de suture récents. 10 jours, avez-vous dit? Oui. Et des antibiotiques. Il vous faut une ordonnance. J'ai mes ressources. Il tendit soudainement la main, ses doigts effleurant une mèche de cheveux sur mon visage. Le contact fut fugace, mais laissa ma peau picoter. Vous avez l'air épuisé, Emma. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Avant que je puisse répondre, il était parti. Le rideau se referma derrière lui dans un bruissement. Je restai figé pendant plusieurs secondes, mon cœur martelant ma poitrine comme s'il essayait de s'échapper. Ce n'est que lorsque je me suis baissé pour ramasser la gaze ensanglantée que je me suis rendu compte que je ne lui avais pas demandé son nom. J'ai terminé mon service dans la journée, cette rencontre me paraissant de plus en plus irréelle à mesure que la nuit avançait. À 6 heures du matin, lorsque j'ai pointé, j'étais presque convaincu que j'avais imaginé l'intensité de ses yeux pâles, l'électricité de son toucher. L'air matinal était frais sur mon visage lorsque je suis sorti par l'entrée du personnel. Le ciel commençait tout juste à s'éclaircir à l'horizon. Mon appartement se trouvait à 15 pâtés de maison. Normalement, j'aurais pris le bus, mais le matin était clair et la marche m'aiderait à me vider la tête. J'étais à 2 pâtés de maison de chez moi lorsque j'ai remarqué le SUV noir. Il roulait lentement dans la rue parallèle à mon chemin. Les vitres étaient ainsi teintées qu'elles reflétaient le soleil levant comme des miroirs. J'ai accéléré le pas, l'adrénaline coupant court à ma fatigue. Le véhicule a légèrement accéléré, gardant la même allure. Mon immeuble est apparu. Un bâtiment délabré de 5 étages sans ascenseur qui avait connu des jours meilleurs il y a plusieurs décennies. Alors que je m'approchais des marches de l'entrée, le SUV a finalement pris de l'avance, s'arrêtant au bord du trottoir à un demi-pâté de maison. Personne n'est sorti. J'ai fouillé dans mes clés, les mains tremblantes, pour déverrouiller la porte de sécurité qui n'était plus sécurisée depuis des années 90. À l'intérieur, j'ai monté les escaliers 2 par 2, ne faisant pas confiance à l'ascenseur vétuste. Mon studio se trouvait au 4e étage, et lorsque j'ai atteint ma porte, mes poumons me brûlaient. J'ai verrouillé la porte derrière moi, mettant la chaîne en place par mesure de sécurité. À travers ma seule fenêtre, je pouvais encore voir le SUV noir garé en bas. Alors que je regardais, un deuxième véhicule identique s'est arrêté derrière lui. Le sommeil m'échappait malgré mon épuisement. Allongé sur mon futon bosselé, je fixais le plafond, repassant dans ma tête ma rencontre avec ce mystérieux patient. L'argent dans ma poche, 2 500 $ en billets de 100, reposait intact sur ma table basse branlante. C'était plus que suffisant pour payer mon loyer et il m'en resterait encore beaucoup. Mais quelque chose me semblait dangereux, comme si accepter cet argent me liait à quelque chose que je ne comprenais pas. Quand je finis par m'endormir, je rêvais d'yeux bleus glaciers et de mains tachées de sang qui n'étaient pas entièrement le sien. Les coups frappés à ma porte me réveillèrent en sursaut. La lumière du soleil filtrait à travers ma fenêtre. J'avais dormi presque toute la journée. L'horloge numérique de mon micro-ondes indiquait 16h37. Les coups frappés à ma porte se répétèrent, plus insistants. Mademoiselle Shaw, Emma Shaw, une voix masculine grave et inconnue. Je m'approchais prudemment de la porte et regardais par le Judas. Un autre homme en costume, différent de ceux de l'hôpital, se tenait dans le couloir. Mon cœur se serra. « Qui êtes-vous » demandai-je à travers la porte. « Monsieur Rousseau m'envoie. Il a besoin de votre aide. » Rousseau. Au moins, j'avais maintenant un nom. Je ne connais pas de Monsieur Rousseau. Une pause. Vous l'avez soigné hier soir. La blessure sur son côté. J'ai appuyé mon front contre la porte, fermant brièvement les yeux. Dites à même. Rousseau d'aller à l'hôpital s'il a des complications.
Il a envoyé une voiture pour vous. Vous serez généreusement rémunéré pour votre temps. Je ne vais pas suivre un inconnu pour voir un homme que j'ai à peine rencontré. Une autre pause, plus longue cette fois. J'ai entendu le bruissement d'un tissu, puis le son caractéristique d'un téléphone portable que l'on compose. L'homme a parlé doucement, ses mots étaient étouffés. Un instant plus tard, M. Rousseau aimerait vous parler. Avant que je puisse protester, quelque chose a été glissé sous ma porte. Un téléphone élégant, noir, coûteux. Les doigts tremblants, je l'ai pris et l'ai porté à mon oreille. Bonjour, Emma Shaw. Cette voix grave avec un accent reconnaissable entre toutes. J'ai de nouveau besoin de vos services, Monsieur Rousseau. Je suis infirmière à l'hôpital. Je ne fais pas de visite à domicile. Et pourtant, nous en sommes là. Il y avait de la douleur dans sa voix, soigneusement contrôlée, mais bien présente. La blessure s'est infectée. J'ai besoin d'antibiotiques et peut-être de nouveaux points de suture. Allez à l'hôpital. Nous savons tous les deux que ce n'est pas une option pour moi. Je jetai un coup d'œil à l'argent posé sur ma table basse. Pourquoi moi? Vous devez connaître d'autres professionnels de santé. Un silence se fit, seulement rompu par le bruit de sa respiration. Je fais confiance à vos mains, Emma. Elles sont fermes, même lorsque vous avez peur. La façon dont il le dit me fit rougir puis frissonner. Je pourrais perdre ma licence. Personne ne le saura et vous aiderez quelqu'un dans le besoin. N'est-ce pas ce que vous avez juré de faire? Le serment auquel il faisait référence était celui des médecins, pas des infirmières. Mais je ne l'ai pas corrigé. Au lieu de cela, je me suis surprise à demander, l'infection est-elle grave? Assez grave pour que mes hommes s'inquiètent, ce qui signifie très grave si ces costumes stoïques montrent des signes d'inquiétude. Je fermai les yeux, sachant que j'étais sur le point de prendre une décision terrible. J'ai besoin de fournitures, d'antibiotiques, de bandages propres, de kits de suture, déjà acquis. La voiture vous conduira à mon domicile et vous ramènera. Vous serez de retour chez vous avant minuit. Et si je refuse, sa voix s'adoucit, ce qui la rendit d'une certaine manière plus menaçante. Alors je serai obligé de trouver une autre solution. Peut-être auprès de quelqu'un du Mercy General qui pourrait me reconnaître grâce aux images de vidéosurveillance. Dr. Patel, c'est ça? La menace était claire. Si je refusais, il trouverait quelqu'un d'autre et s'assurerait qu'ils subissent les conséquences de leur aide. Très bien, me suis-je entendu dire. Donnez-moi 15 minutes pour me préparer. Très bien, a-t-il répondu. Mon homme attendra. La ligne a été coupée. Je suis resté figé un instant, le téléphone serré dans ma main, me demandant à quoi je venais de consentir. J'ai enfilé un jean propre et un pull, j'ai attaché mes cheveux blonds emmêlés en un chignon désordonné et j'ai attrapé ma trousse médicale, une habitude de mes années d'études que je n'avais jamais abandonnée. L'homme en costume attendait patiemment dans le couloir, sans dire un mot, tandis qu'il m'accompagnait dans les escaliers et vers un autre SUV noir. Au moment où je me suis glissé sur la banquette arrière, quelqu'un m'a bandé les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai sursauté, levant les mains pour l'arracher. Des doigts puissants ont inséré mes poignets. Protocole de sécurité, mademoiselle Shaw. L'emplacement de la résidence de M. Rousseau est confidentiel. Cela ne faisait pas partie du marché. Ma voix m'a semblé aiguë et faible. Ce n'est pas négociable. Les mains ont relâché mes poignets. Nous l'enlèverons quand nous serons arrivés. Je suis resté rigide tandis que la voiture s'éloignait du trottoir, mon esprit passant en revue tous les scénarios d'évasion possibles, tous plus impossibles les uns que les autres. Le véhicule fit tellement de virages que je perdis rapidement tout sens de l'orientation. Nous roulâmes pendant ce qui me sembla être des heures, mais ce ne fut probablement que 30 minutes avant que l'asphalte lisse ne cède la place à ce qui semblait être une allée privée. La voiture se balançait doucement tandis que nous montions une pente. Lorsque nous nous arrêtâmes enfin, le ronronnement du moteur s'éteignit. La porte à côté de moi s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air frais du soir qui sentait le pain et les aménagements paysagers coûteux. Nous sommes arrivés, mademoiselle Shaw. On m'a retiré le bandeau et j'ai cligné des yeux face à l'intrusion soudaine de la pénombre. Nous étions dans une allée circulaire devant un manoir qui semblait tout droit sorti des pages d'un magazine d'architecture. Des lignes épurées et modernistes adoucies par des plantations stratégiques d'arbres matures, des murs de verre reflétant le soleil couchant, une fontaine murmurant doucement au centre de l'allée. Ce n'était ni tape à l'œil ni ostentatoire.
Le design était trop raffiné pour cela, mais la richesse qu'il représentait était stupéfiante. Je suis sorti, les jambes tremblantes, serrant ma trousse médicale comme une bouée de sauvetage. Des hommes en costume patrouillaient autour de la propriété, certains avec des armes visibles à leur côté. Plusieurs m'ont salué respectueusement, tandis que l'on me conduisait vers l'entrée principale en montant les larges marches en pierre. L'intérieur était tout aussi impressionnant. De hauts plafonds, des œuvres d'art dignes d'un musée au mur, un mobilier qui évoquait l'argent ancien plutôt que la nouvelle richesse. On me fit traverser une série de pièces, toutes plus belles les unes que les autres, jusqu'à un grand escalier qui montait en courbe vers le deuxième étage. Monsieur Rousseau se trouve dans la suite principale, même format mon escorte, me faisant signe de le précéder dans l'escalier. La chambre principale était plus grande que tout mon appartement, dominée par un énorme lit recouvert de draps gris anthracite. Les baies vitrées donnaient sur ce qui semblait être un lac privé, désormais argenté par le clair de lune. Un feu crépitait dans une cheminée élégante le long d'un mur, projetant des ombres dansantes sur le sol en béton poli. Et là, appuyé contre une montagne d'oreillers, se trouvait mon patient de la veille. Il avait l'air nettement plus mal en point, la peau cendrée sous son teint olive, les cheveux humides de sueur, les yeux bleus glaciers brillants de fièvre. Son torse nu révélait les bandages que j'avais posés la nuit précédente, désormais tachés d'un écoulement jaunâtre. Deux hommes se tenaient au garde-à-vous près du lit, tandis qu'un troisième, plus âgé, aux tempes argentées, se penchait sur Rousseau, parlant rapidement dans cette même langue étrangère. Lorsqu'ils remarquèrent ma présence, l'homme plus âgé se redressa et me jeta un regard inquisiteur. Vous êtes l'infirmière. Son accent était plus prononcé que celui de Rousseau et son ton sceptique lorsqu'il constata mon apparence débraillée. Avant que je puisse répondre, Rousseau prit la parole. Laissez-nous. Sa voix était plus faible qu'auparavant, mais tout aussi autoritaire. Vous tous, l'homme plus âgé fronça les sourcils. Salvatore, je ne pense pas, dehors. Un seul mot, ne souffrant aucune discussion. Ils quittèrent de la pièce à contre-cœur, l'homme plus âgé me lançant un regard d'avertissement en passant. La lourde porte se referma derrière eux avec un léger clic qui, d'une certaine manière, avait le poids d'un portail claqué. Je m'approchai prudemment du lit, posant mon sac sur la table de chevet. Vous devriez être à l'hôpital. Les lèvres de Rousseau esquissèrent un sourire fantomatique. Nous avons établi que ce n'était pas une option. Votre blessure est gravement infectée. Vous pourriez avoir besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse, voire d'un débridement chirurgical. Alors, c'est une chance que vous ayez de l'expérience dans ces deux domaines. Je le fixai du regard. Comment connaissez-vous mon parcours médical? Il fit un geste faible vers un dossier en papier craft posé sur la table de chevet. Emma Catherine Shaw, 28 ans, ancienne étudiante en médecine à Johns Hopkins, a abandonné ses études en dernière année après le décès de son fiancé. Vous avez déménagé à New York, suivi une formation d'infirmière à Culia et vous remboursez actuellement 137 000 de dettes d'études. Votre mère est décédée, votre père est inconnu. Votre grand-mère vit dans une maison de retraite à Baltimore et souffre de démence avancée. Vous lui envoyez 400 par mois alors que vous avez du mal à payer votre loyer. Un frisson glacial m'a parcouru les veines. Vous avez fait des recherches sur moi. Je fais des recherches sur toutes les personnes qui entrent dans ma vie, même brièvement. J'aurais dû être terrifié, et une partie de moi l'était, mais la colère l'emportait. Tu n'avais aucun droit. Aucun droit. Il répétait mes mots de la veille, toujours avec la même pointe d'amusement malgré sa douleur évidente. Quel concept intéressant. J'ai enfilé des gants en latex avec plus de force que nécessaire. Je dois examiner la blessure, a-t-il dit en me faisant signe de continuer, tandis que je retirais délicatement le bandage souillé. La vue qui s'offrait à moi m'a fait haleter. Les sutures soignées que j'avais réalisées étaient désormais entourées de chair rouge vif. L'incision sointait du pus et du liquide séro-sanguin. La chaleur rayonnait de cette zone. C'est grave, ai-je dit en sondant doucement les bords. Il a tressailli, c'était la première fois que je le voyais réagir à la douleur. Que s'est-il passé? Avez-vous mouillé la blessure? Vous êtes-vous dépensé? Il a légèrement haussé les épaules. Le travail exigeait mon attention. Le travail exigeait. Je m'interrompis, incrédule. Vous avez au moins 39 journées de fièvre. L'infection se propage. Le travail que vous avez effectué a failli vous tuer.
Mourir est un risque professionnel dans mon métier. Il ferma brièvement les yeux et je remarquai les fines rides de douleur gravées autour de sa bouche. Je fouillai dans mon sac et en sortis des tampons alcoolisés, de la gaz stérile et un kit pour retirer les sutures. Je dois retirer ces pointes de suture, nettoyer l'infection et vous mettre immédiatement sous antibiotiques. Avez-vous des allergies à certains médicaments? Non. Bien. Cela va faire très mal. Il a ouvert les yeux et m'a regardé avec une lucidité surprenante compte tenu de son état. Cela vous fait plaisir de me dire cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas daigné répondre. Je me suis concentré sur la collecte du matériel médical que ces hommes avaient apparemment procuré. Elle était impressionnante de complet. Des antibiotiques de qualité hospitalière, des kits de suture, du matériel pour perfusion et même un moniteur cardiaque portable. Vos hommes sont minutieux, ai-je commenté en préparant une seringue d'anesthésique locale. Ils accordent plus d'importance à ma vie qu'à la leur. La désinvolture avec laquelle il l'a dit m'a donné des frissons dans le dos. J'ai dévissé le capuchon de la seringue. Je vais anesthésier la zone cette fois-ci. Pas de discussion. Il n'a pas protesté. Pendant que j'administrais l'anesthésiant autour de la plaie en attendant qu'il fasse effet, j'ouvris un kit de perfusion et cherchai une veine dans son bras. Sa peau était chaude et sèche. Des signes de déshydratation s'ajoutaient à l'infection. Quand avez-vous bu de l'eau pour la dernière fois? Demandai-je en glissant le cathéter dans une veine dès ma première tentative. Ce matin, j'accrochai une poche de solution saline à un lampadaire à proximité, l'improvisant en pied à perfusion. Vous êtes gravement déshydraté. Entre cela et l'infection, vous risquez un choc septique si nous ne prenons pas les devants. Pour la première fois, l'incertitude a traversé son visage. C'est grave, j'ai soutenu son regard. Assez grave pour que, si vous étiez quelqu'un d'autre, j'appelle une ambulance immédiatement. Il a assimilé cette information en hochant légèrement la tête. Alors j'ai de la chance que vous soyez là. Je me suis détourné pour m'occuper de préparer des antibiotiques pour la perfusion. L'anesthésiant devrait faire effet maintenant. Je vais retirer les sutures infectées et nettoyer la plaie. Ensuite, je commencerai à administrer des antibiotiques à large spectre et des fluides. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai retiré chaque suture et débridé les tissus infectés. Rousseau est resté stoïquement silencieux tout au long de l'opération, même si des gouttes de sueur perlaient sur son front et que sa mâchoire se crispait à chaque fois que je touchais la chair sensible. J'ai nettoyé la plaie à fond avec une solution antiseptique, je l'ai remplie de gaz imprégné d'antibiotiques et je l'ai recouverte de nouveaux bandages. Je ne vais pas encore la refermer, ai-je expliqué en fixant les bases du pansement avec du sparadrap. Nous devons d'abord la laisser sécher et nous assurer que l'infection est maîtrisée. Je laisserai le matériel nécessaire à vos hommes pour changer le pansement, mais je reviendrai demain pour vérifier. Il m'a attrapé le poignet alors que je retirais mes mains, sa poigne étonnamment forte malgré son état de faiblesse. Vous resterez. Mon pouce s'est accéléré sous ses doigts. Quoi? Non. Je travaille demain soir. Prenez un congé maladie. Je ne peux pas. Vous pouvez et vous le ferez. Son pouce a légèrement effleuré ma peau, suivant le tracé des veines de mon poignet. J'ai besoin de toi ici, Emma. La façon dont il prononça mon nom, doucement, presque intimement, fit naître en moi un sentiment qui n'avait pas lieu d'être. Je retirai ma main. Tu as besoin d'un médecin, d'un vrai hôpital. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Son regard fixa le mien, intense malgré la fièvre. Tu as vu ma maison, ma sécurité, ma faiblesse. Tu es déjà impliqué plus profondément que tu ne le penses. Un frisson me parcourut à ces mots. Est-ce une menace? Je constate simplement les faits. Il bougea légèrement, grimaçant. Une chambre d'amis est prête pour toi. Mes hommes t'apporteront tout ce dont tu as besoin. Je voulais refuser et exiger qu'ils me ramènent immédiatement chez moi. Mais la professionnelle de santé en moi ne pouvait ignorer la gravité de son état. Il avait besoin d'être surveillé pendant la nuit, au minimum. Et sous cette préoccupation rationnelle se cachait quelque chose de plus sombre, de plus primitif, une fascination pour cet homme dangereux que je ne pouvais tout à fait éteindre. Une nuit, ai-je concédé, et je vérifierai vos signes vitaux toutes les 2 heures. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement a traversé son visage. Acceptable. Je lui ai administré des antibiotiques par intraveineuse et un sédatif léger, puis je me suis installé sur une chaise à côté du lit pour surveiller sa réaction. À mesure que le médicament faisait effet,
Ses paupières devenaient lourdes, mais il luttait contre le sommeil, me regardant avec une intensité troublante. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il, la voix épaisse à cause de l'inconscience qui approchait. « Vous auriez pu refuser, appeler la police. » J'ai réfléchi sérieusement à la question. Le serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Refuser d'aider n'est pas la même chose que nuire. Pour moi, oui. J'ai ajusté le débit de la perfusion. De toute façon, vous ne m'avez pas laissé le choix. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Il y a toujours le choix, Emma Shaw. Vous vivez simplement avec les conséquences du vôtre. Avant que je puisse répondre, ses yeux se sont fermés, sa respiration s'est stabilisée sous l'effet du sédatif. Je restais assise à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser, me demandant dans quoi je m'étais embarqué. Un léger coup à la porte précéda l'entrée de l'homme plus âgé qui était avec Rousseau quand je suis arrivé. Il jeta un coup d'œil à la silhouette endormie sur le lit, puis à moi. « Comment va-t-il » Son ton était bourru, mais il ne pouvait pas tout à fait cacher son inquiétude. Stable pour l'instant. L'infection est grave, mais les antibiotiques devraient aider. Il a besoin de repos et d'une surveillance constante. L'homme acquiesça, m'observant d'un œil critique. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Et à quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de plus dur. Salvatore ne laisse généralement pas les étrangers s'approcher de lui, surtout les femmes. Il s'avança dans la pièce, baissant la voix. Savez-vous qui il est, ce qu'il fait? Je croisai les bras. Je peux le deviner. Non, dit-il d'un ton sec. Vous ne pouvez pas. Il passa une main sur son visage, paraissant soudainement ses 60 ans. Je connais Salvatore depuis qu'il est enfant. Je l'ai vu bâtir son empire à partir de rien. Je l'ai vu exécuter des hommes pour moins que ce qu'il vous accorde. Une étrangère qui a tout vu. J'avais la bouche sèche. Pourquoi me dites-vous cela? Il m'a observé longuement. Parce que tu dois comprendre dans quelle eau tu nages, ma fille. Un faux pas et tu te noieras. Je n'ai pas demandé à être impliqué dans tout cela. Pourtant, vous êtes là. Il a jeté un coup d'œil à Rousseau qui dormait, au cœur de la tanière du lion. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné pour partir. À la porte, il s'est arrêté. Je m'appelle Marco. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le aux hommes dehors. Ils ont pour instruction de vous aider. Son regard croisa le mien, grave et inquisiteur. N'essayez pas de partir seul. Le système de sécurité ne fait pas la différence entre les intrus qui entrent et ceux qui essaient de sortir. La porte se referma derrière lui avec un léger clic qui ressemblait au verrouillage d'une cellule de prison. Je me laissai retomber dans le fauteuil, submergé par une vague d'épuisement. Je commençais à prendre conscience de l'énormité de ma situation. Je ne soignais pas seulement un criminel blessé. J'étais en fait prisonnière dans sa maison, entourée de ses hommes, complice dans la dissimulation de ses blessures aux autorités. Toutes les limites éthiques qu'on m'avait apprises à respecter avaient été bafouées en l'espace de 24 heures. Et le plus terrifiant, c'était la facilité avec laquelle j'avais laissé cela se produire. J'avais dû m'assoupir, car je me suis réveillé en sursaut quelque temps plus tard, et j'ai trouvé Rousseau qui m'observait, les yeux brillants dans la pénombre. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe allumée sur la table de chevet. Dehors, le ciel était d'un noir velouté, parsemé d'étoiles qui scintillaient comme des diamants. « Tu es censé dormir », ai-je dit d'une voix rauque de fatigue. « Toi aussi », répondit-il en désignant faiblement le lit. « Ce matelas est assez grand pour nous deux sans que l'un ne remarque la présence de l'autre. » Je sentis mon visage s'empourprer. « Je suis bien ici. » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. « Tu es une très mauvaise menteuse, Emma Shaw. » Je me redressai sur ma chaise et regardai ma montre. « De toute façon, c'est l'heure de ta prochaine dose d'antibiotiques. » Pendant que je préparais le médicament, je sentais son regard suivre chacun de mes mouvements. Son regard avait un poids physique, comme un contact sur ma peau. « Vous avez des questions, observa-t-il. Je connectais l'antibiotique à sa perfusion. Aucune à laquelle je souhaite obtenir de réponse. L'ignorance ne vous protégera pas plus que la connaissance. Je finis d'administrer le médicament et vérifiai sa température avec un thermomètre numérique. 38,4 degrés. C'était mieux, mais toujours inquiétant. Il attrapa ma main alors que je me retirais. Demande. Je fixais ses doigts qui enserraient les miens. Solides malgré sa maladie, les ongles parfaitement manucurés. Une lourde bague en or à son petit doigt, des mains dangereuses. Je devrais me retirer. Mais quelque chose me retenait.
Qui êtes-vous? La question émergea à peine plus qu'un murmure. Son pouce traça de petits cercles sur ma paume, envoyant des frissons indésirables le long de mon bras. Vous savez qui je suis. Je sais que vous vous appelez Salvatore Rousseau. Je sais que vous êtes riche. Je sais que vous avez des hommes qui obéissent à tous vos ordres. Je retirai ma main. Je sais que vous êtes dangereux. Oui, pas de déni, pas de réserve, juste une simple confirmation de ce que nous savions tous les deux. Pourquoi moi? Vous devez avoir des médecins à votre service. Son regard ne quittait pas le mien. Oui, mais ils n'ont pas vos qualités particulières, qui sont l'intégrité et la compassion. Son regard se posa sur mon visage. Ma belle, rougis-je en me détournant pour m'occuper de vérifier son bandage. Non, non quoi, n'essayez pas. Quoi qu'il en soit, je suis votre infirmière, pas votre divertissement pendant que vous êtes cloué au lit. Un petit rire qui se termina par un gémissement lorsque le mouvement tira sur sa blessure. Vous êtes d'une franchise rafraîchissante, Emma Shaw. La plupart des gens ont trop peur pour me parler comme vous le faites. Ils ont probablement un meilleur instinct de survie que moi. Cette fois, son rire était plus franc, malgré la douleur qu'il lui causait manifestement. Peut-être, ou peut-être ont-ils simplement plus à perdre. Ces mots ont touché une corde sensible. Qu'avais-je à perdre? Un appartement exigu, un travail qui couvrait à peine mes factures, une vie qui s'était lentement rétrécie depuis le jour où James était mort, emportant avec lui tous mes projets soigneusement élaborés. Comme s'il lisait dans mes pensées, Rousseau dit doucement. Parlez-moi de votre fiancé. Je me raidis. Cela ne vous regarde pas. Je m'en suis mêlé. Il n'y avait aucune excuse dans son ton. James Harrington, 29 ans, interne en chirurgie de 4e année, tué lors d'un braquage dans un magasin de proximité il y a 3 ans. Au mauvais endroit, au mauvais moment. La colère monta en moi, brûlante et soudaine. Arrêtez. Vous étiez là. Vous avez tout vu. Vous avez essayé de le sauver malgré une blessure par balle à l'épaule. Son regard se posa sur mon épaule gauche, où la cicatrice était cachée sous mon pull. La police n'a jamais arrêté le tireur. Les larmes me brûlaient les yeux. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je veux vous comprendre, répondit-il en se redressant contre les oreillers. Tu as tout abandonné. Ta carrière, ton avenir, après sa mort. Pourquoi? Parce que plus rien n'avait d'importance. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Dur et honnête, d'une manière que je ne m'étais pas autorisé avec qui que ce soit depuis les funérailles. Parce que je n'avais pas pu le sauver. Parce que chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son sang sur mes mains. Rousseau resta silencieux pendant un long moment. Quand il prit enfin la parole, sa voix était différente, plus douce, presque gentille. Et pourtant, tu es là à me sauver. Nos regards se croisèrent dans la pénombre et quelque chose passa entre nous, un courant de compréhension qui me coupa le souffle. Pendant un instant suspendu, il n'était plus un dangereux criminel et je n'étais plus sa gardienne réticente. Nous étions simplement deux personnes qui reconnaissaient quelque chose en l'autre, quelque chose de brisé, quelque chose qui survivait. Ce moment s'est brisé lorsqu'on a frappé brusquement à la porte. L'un des hommes de Rousseau est entré sans attendre la permission, l'air pressé. Il s'est approché du lit et s'est penché pour murmurer à l'oreille de Rousseau. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu le changement sur le visage de Rousseau, un durcissement, une froideur s'infiltrant dans ses yeux pâles. Il a répondu dans cette même langue étrangère, d'un ton sec et précis. L'homme hocha une fois la tête et partit aussi brusquement qu'il était apparu. « Un problème? » demandai-je, en essayant de paraître désinvolte. Le regard de Rousseau revint vers moi, mais la douceur avait disparu, remplacée par quelque chose de calculateur. Rien qui ne te concerne, mais je pouvais le voir dans la tension de sa mâchoire, de ses épaules. Quelle que soit la nouvelle qu'il avait reçue, elle l'avait profondément perturbé. « Tu devrais te reposer, dis-je. » Soudain désespéré d'échapper à l'intensité de son regard, les antibiotiques agissent mieux quand le corps est détendu. Il se cala contre les oreillers, les yeux toujours fixés sur mon visage. « Tu restes? » Il y avait quelque chose de vulnérable dans cette question qui me prit au dépourvu. J'acquiesçai avant de pouvoir trop réfléchir. « Je reste ici. » Alors qu'il se rendormait, je me suis recroquevillé dans le fauteuil surdimensionné, observant le mouvement régulier de sa poitrine. À travers les fenêtres, je pouvais voir des hommes se déplacer dans le parc,
leurs silhouettes formant des ombres sombres sur le paysage éclairé par la lune. Ils étaient plus nombreux qu'auparavant, beaucoup plus nombreux. Il se passait quelque chose qui avait poussé Salvatore Rousseau à appeler des renforts alors même qu'il luttait contre l'infection dans son lit. Et d'une manière ou d'une autre, je savais avec une certitude profonde que cela avait quelque chose à voir avec moi. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres et la sensation désorientante d'un environnement inconnu. Pendant un instant, je ne me souvenais plus où j'étais. Le fauteuil sous lequel j'étais assise était en cuir et moelleux, et non en tissu usé comme ceux de mon appartement. Le plafond au-dessus de moi était en bois sombre, et non en plâtre taché par l'eau. Puis tout m'est revenu d'un coup. Salvatore Rousseau, l'infection, le manoir entouré d'hommes armés. Je me suis assis rapidement, grimaçant à cause de la raideur de mon cou. Le lit était vide, les draps froissés, mais aucun signe de mon patient. Le pied à perfusion était toujours là, la poche presque vide, mais la ligne avait été déconnectée. Monsieur Rousseau, ai-je appelé, la voix rauque à cause du sommeil. Pas de réponse. Je me suis levé, m'étirant pour soulager les courbatures dues à ma nuit inconfortable, et je me suis dirigé vers la salle de bain attenante. La porte était déformée, mais la pièce derrière était vide. Un sanctuaire de luxe en marbre, avec une douche assez grande pour 5 personnes et une baignoire qui semblait avoir été sculptée dans un seul bloc de pierre. De retour dans la chambre, je remarquai un morceau de papier plié sur la table de chevet, avec mon nom écrit dessus d'une écriture forte et inclinée. Emma, des affaires requièrent mon attention. Servez-vous de tout ce dont vous avez besoin. Marco veillera à votre confort. Ne quittez pas les lieux. Les affaires de SR requéraient son attention. L'homme avait 38 degrés de fièvre et luttait contre une infection grave. Quel genre d'affaires était si urgente qu'elle ne pouvait attendre qu'il ne soit plus en danger de septicémie? Je rassemblais ma trousse médicale avec l'intention de trouver quelqu'un qui pourrait me dire où mon patient avait disparu lorsque la porte de la chambre s'ouvrit. Une jeune femme entra, portant un plateau chargé de nourriture. Elle avait peut-être quelques années de moins que moi, avec des cheveux noirs tirés en arrière, en un chignon sévère et des yeux qui m'évaluèrent rapidement. Bonjour, mademoiselle Shaw. Je vous ai apporté votre petit déjeuner. Son anglais était parfait, mais elle avait le même léger accent que M. Rousseau. Elle posa le plateau sur une petite table près des fenêtres. M. Rousseau m'a demandé de vous fournir tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Où est-il? Je me dirigeais vers la table, soudainement consciente de ma faim. Le plateau contenait une tasse de café, des fruits frais, des viennoiseries et ce qui semblait être une frittata, encore fumante. Monsieur Rousseau avait des affaires à régler. Il reviendra ce soir. Elle versa du café dans une délicate tasse en porcelaine. Je m'appelle Sophia. Je suis la gouvernante de Monsieur Rousseau. J'ai accepté la tasse avec gratitude, humant son arôme riche. Il ne devrait pas être hors du lit. Son infection. Monsieur Rousseau fait ce qu'il veut. Il y avait quelque chose dans son ton, pas tout à fait de la désapprobation, mais presque. Le médecin est avec lui. Le médecin, quel médecin? L'expression de Sophia resta neutre. Le docteur Vega est arrivé tôt ce matin pour examiner M. Rousseau. Il lui a prescrit des antibiotiques supplémentaires et l'a autorisé à reprendre une activité limitée. L'irritation monta. Pourquoi m'avoir amené ici s'il avait un médecin de garde? Je vois. Monsieur Rousseau a insisté pour que vous soyez à l'aise pendant son absence. Il y a des vêtements dans la chambre d'amis qui devraient vous aller. Vous pouvez utiliser toutes les installations, la piscine, la bibliothèque, les jardins. Marco vous accompagnera si vous souhaitez vous promener dans le domaine. En d'autres termes, j'étais libre de me promener dans cette cage dorée, mais je ne pouvais pas la quitter. Quand pourrais-je rentrer chez moi? Les yeux de Sophia ont clignoté un instant. Monsieur Rousseau en discutera avec vous à son retour. Après son départ, j'ai mangé machinalement, l'esprit en ébullition. Je devais appeler l'hôpital pour les informer que je ne viendrais pas travailler. Je tapotais mes poches, puis me souvins que mon téléphone était toujours dans mon appartement. Les hommes de Rousseau m'avaient fourni un téléphone jetable la veille, mais je l'avais laissé dans la voiture. Après avoir fini mon café, je décidai d'explorer les lieux. Au moins, cela me permettrait de mieux comprendre dans quelle maison j'étais essentiellement emprisonné. La chambre d'amis dont Sophia avait parlé se trouvait de l'autre côté du couloir, un espace presque aussi grand que la suite parentale, décoré dans des tons crème et bleu pâle.
Le placard contenait un assortiment de vêtements pour femmes à peu près à ma taille, tous de marque, dont beaucoup portaient encore leur étiquette. Je choisis un jean et un pull simple, puis pris une longue douche dans la salle de bain attenante, laissant l'eau chaude apaiser la tension de mes muscles. Habillé et me sentant un peu plus humaine, je m'aventurais dans le couloir. La maison était étrangement calme, même si j'apercevais parfois des employés se déplaçant efficacement dans des pièces éloignées. J'ai déambulé dans une série de pièces élégamment aménagées, une salle à manger formelle pouvant accueillir 20 personnes, une bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond, une véranda remplie de plantes exotiques. Dans chaque pièce, des œuvres d'art inestimables ornaient des murs. J'ai reconnu certains noms, Monet, Picasso, Rothko, mais d'autres m'étaient inconnus, bien que manifestement précieux. C'était comme se promener dans un musée privé aménagé avec un goût impeccable. J'ai trouvé Marco dans ce qui semblait être un bureau, assis derrière un immense bureau, parlant rapidement en italien au téléphone. Il a levé les yeux lorsque je suis entré, son expression indéchiffrable, alors qu'il terminait son appel. Mademoiselle Shaw, j'espère que vous avez bien dormi, autant que l'on puisse dormir dans un fauteuil. Je me suis avancé dans la pièce, admirant les riches meubles en cuir et un autre mur couvert de livres. Où est Monsieur Rousseau? Le visage de Marco ne trahissait rien. Il s'occupe d'affaires. Quel genre d'affaires peut bien obliger un homme souffrant d'une grave infection à quitter son lit? Le genre qui ne peut attendre. Il m'indiqua une chaise en face du bureau. Asseyez-vous, je vous prie. Je restais debout. Je dois appeler l'hôpital, leur dire que je ne viendrai pas ce soir. C'est déjà fait. Votre supérieur pense que vous avez contracté la grippe et que vous serez absente pendant au moins 3 jours. La désinvolture avec laquelle il le dit, comme si forger un certificat médical pour moi n'était rien, me donna des frissons dans le dos. Vous n'aviez pas le droit. Monsieur Rousseau a jugé prudent de s'occuper des détails. Marco se pencha en arrière sur sa chaise, m'observant. Il a également pris des dispositions pour que votre loyer soit payé pendant les 6 prochains mois. Et l'établissement de soins de votre grand-mère a reçu un don anonyme couvrant ses frais pour l'année. Je l'ai regardé, sans voix pendant un moment. Je n'ai pas demandé cela. Salvatore Rousseau paye ses dettes. Je ne veux pas de son argent. Un soupçon de sourire a effleuré les lèvres de Marco. Peu de gens refusaient la générosité de Salvatore. Encore moins avaient l'occasion de le faire 2 fois. L'implication était claire. L'argent n'était pas vraiment un paiement. C'était une assurance. Un moyen de me faire taire, de me rendre complice. Je changeais de tactique. Combien de temps comptez-vous me garder ici? Cela dépend de Salvatore. L'expression de Marco s'adoucit légèrement. Il apprécie votre expertise médicale et votre discrétion. Je n'avais pas vraiment le choix. Nous avons toujours le choix, mademoiselle Shaw. Vous auriez pu refuser de le soigner, appeler la police. Vous ne l'avez pas fait. L'écho des paroles de Rousseau de la veille me donna la chair de poule. Je suis donc prisonnière parce que je l'ai aidé. Pas prisonnière, invité. Marco se leva de sa chaise. Voulez-vous voir le domaine? Les jardins sont très beaux, même en automne. Je reconnus la diversion, mais décidai de l'accepter. Peut-être qu'à l'extérieur, j'aurais plus de chances de comprendre ma situation ou de trouver un moyen d'en sortir. Le domaine était encore plus impressionnant à la lumière du jour. Une pelouse impeccablement entretenue s'étendait à perte de vue, laissant place à des bois à la lisière de la propriété. Le lac que j'avais aperçu depuis la fenêtre de Rousseau était plus grand que je ne l'avais imaginé. Sa surface scintillait sous le soleil matinal. Un hangar à bateau était niché sur la rive opposée et je pouvais voir un quai s'étendre dans l'eau. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la sécurité. Des hommes patrouillaient le périmètre par 2, tous équipés d'oreillettes. Des caméras étaient discrètement installées à des endroits stratégiques, leurs objectifs pivotant pour suivre les mouvements. La clôture en fer forgé qui entourait la propriété devait mesurer au moins 3 mètres de haut et semblait être surmontée d'un câblage électrique. Combien d'hommes M. Rousseau employait-il? Demandai-je tandis que Marco me guidait le long d'un chemin de pierre à travers une roseraie à la française. Cela dépend des circonstances. Le ton de Marco était soigneusement neutre. Actuellement, il y en a plus que d'habitude. Je compris pourquoi. Marco me jeta un coup d'œil comme s'il y avait eu un incident. Une organisation rivale a tenté de violer notre sécurité hier soir. Mes pas hésitèrent ici, à la maison. Non, à un autre endroit,
Mais Salvatore ne prend aucun risque quand il s'agit de sa maison ou de ses captifs, pensais-je, mais je ne le dis pas. Nous avons continué à marcher, Marco me montrant les caractéristiques du domaine avec la fierté de quelqu'un qui a contribué à construire quelque chose de remarquable. Malgré ma situation, je me suis surpris à admirer la beauté de l'endroit, l'aménagement paysager bien pensé, la façon dont la maison semblait s'élever naturellement de son environnement. Depuis combien de temps travaillez-vous pour M. Rousseau? Ai-je demandé alors que nous faisions une pause à côté d'un petit jardin d'inspiration japonaise avec un ruisseau bouillonnant et un pont miniature. Depuis qu'il est enfant, l'expression de Marco s'est adoucie, laissant apparaître une sorte d'affection paternelle. Son père et moi étions associés. Quand Antonio a été tué, j'ai pris Salvatore sous ma protection. Tué. Le visage de Marco s'est à nouveau assombri. Ce fut une période difficile. Nous avons marché en silence pendant un moment, faisant demi-tour vers la maison. En nous approchant, j'ai remarqué une activité accrue. Davantage d'hommes se déplaçaient avec détermination. Des véhicules arrivaient et partaient par le portail de sécurité. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. L'expression de Marco ne trahissait rien. Monsieur Rousseau revient comme prévu. Un convoi de SUV noirs a remonté l'allée et s'est arrêté devant l'entrée principale. Des hommes en sont sortis, formant un cordon de protection autour d'un véhicule. La porte arrière s'est ouverte et Salvatore Rousseau est sorti. Même de loin, je pouvais voir qu'il souffrait. Ses mouvements étaient raides, sa posture normalement parfaite compromise par la nécessité de protéger son côté blessé. Mais sa présence n'avait rien perdu de son intensité. Les hommes qui l'entouraient se déplaçaient avec la prudence de satellites orbitant autour d'une étoile dangereuse. Son regard a balayé la zone, s'arrêtant sur moi avec une intensité palpable. Même à travers la vaste pelouse, je ressentis l'impact de ses yeux bleus glaciés comme un contact physique. Marco murmura quelque chose à côté de moi que je ne compris pas, se dirigeant déjà vers le groupe rassemblé. Je le suivis plus lentement, ma formation médicale entrant en conflit avec mon instinct de survie. Rousseau avait clairement besoin de retourner se coucher, mais l'approcher devant ces hommes me semblait dangereux d'une manière que je ne pouvais pas exprimer. Lorsque j'arrivai à la maison, Rousseau avait disparu à l'intérieur, laissant derrière lui une atmosphère tendue. Marco m'intercepta à la porte. « Monsieur Rousseau vous recevra dans son bureau dans 1 heure. Sophia vous conduira à votre chambre pour que vous puissiez vous rafraîchir. » Je voulais protester, insister pour l'examiner immédiatement, mais quelque chose dans l'expression de Marco m'en empêcha. Ce n'était pas une relation patiente-infirmière normale. Ce n'étaient pas des circonstances normales. Je devais faire preuve de prudence. Sophia m'attendait dans le hall, l'air impénétrable comme toujours. Elle me conduisit à la chambre d'amis sans dire un mot, refermant doucement la porte derrière elle en sortant. Je faisais les 100 pas dans la pièce, mon anxiété grandissant à chaque minute qui passait. Il s'était passé quelque chose qui dépassait le cadre d'une organisation rivale tentant de violer la sécurité. La tension dans la maison était palpable, comme l'air avant un orage. Lorsque Sophia revint pour m'accompagner au bureau de Rousseau, j'étais dans un état de détermination nerveuse. Quel que soit le jeu qui se jouait, j'avais besoin de réponses. Le bureau était différent de l'espace de travail de Marco. Plus sombre, plus intime, avec des livres reliés en cuir alignés sur les murs et une immense cheminée dominant un bout de la pièce. Rousseau était assis derrière un bureau qui semblait avoir été sculpté dans un seul morceau de bois ancien. Ses yeux pâles suivaient mon entrée avec une concentration prédatrice. Il avait l'air plus mal en point que ce matin-là, la fièvre lui rougeoyant les pommettes, des rides de douleur encadrant sa bouche, mais il était impeccablement vêtu d'un costume anthracite, ses cheveux noirs peignés en arrière, sa posture ne trahissant en rien le malaise qu'il devait ressentir. Emma. Mon nom et sa voix accentuée me donnèrent un frisson désagréable dans le dos. Je suppose que Marco vous a montré les lieux. Oui. Je m'approchais du bureau. Évaluation médicale automatique. Vous devriez être alité. L'infection est sous contrôle. Il me fit signe de m'asseoir sur une chaise en face de lui. Je restais debout. J'aimerais examiner votre blessure. Un léger sourire effleura ses lèvres. Vous êtes très dévoué envers votre patient. Très bien. Il commença à déboutonner sa veste. Je contournai le bureau, ma trousse médicale à la main. Il ôta sa veste avec précaution, puis desserra sa cravate et déboutonna sa chemise. Le pansement en dessous était immaculé. Il venait d'être changé.
Mais lorsque je le retirai, je pus voir que la plaie était encore irritée et enflammée. Les antibiotiques font effet, mais lentement, dis-je en sondant délicatement les bords de l'incision. Vous vous êtes trop dépensé, c'était inévitable. Je remplaçais le pansement par un œuf que je pris dans mon sac. Rien n'est inévitable. Vous risquez une septicémie. Certains risques valent la peine d'être pris. Il ne quitta pas mon visage des yeux pendant que je travaillais. Il y a eu des développements qui ont nécessité mon attention personnelle. Je reculais, retournant de l'autre côté du bureau. Quand pourrais-je rentrer chez moi? Rousseau m'observa longuement. Son expression était indéchiffrable. C'est compliqué. Pas vraiment. Vous avez un médecin maintenant. Ce Dr Vega, vous n'avez plus besoin de moi. Le Dr Vega est utile, mais sa disponibilité et sa discrétion sont limitées. Rousseau se pencha en arrière sur sa chaise, grimaçant légèrement. Vous, en revanche, vous avez prouvé que vous étiez à la fois compétente et discrète. Pas par choix. Néanmoins, il joignit les doigts. Il y a aussi la question de votre sécurité. Cela me fit sursauter. Ma sécurité. Les hommes qui ont tenté de violer notre sécurité hier soir cherchaient quelque chose de précis. Son regard était fixé sur le mien. Quelqu'un de précis. Un frisson me parcourut l'échine. Moi? Pourquoi quelqu'un me chercherait-il? Parce que vous m'avez soigné à l'hôpital Mercy General. Parce que vous êtes parti avec mes hommes. Parce que certaines parties intéressées ont réalisé que vous pouviez avoir de la valeur. L'implication me frappa comme un coup physique. Vous dites que je suis en danger parce que je vous ai aidé. Je dis que les circonstances sont devenues plus complexes que ce que nous avions prévu tous les deux. La colère a jailli, brûlante et soudaine. C'est fou. Je suis infirmière. J'ai soigné un patient. C'est tout. Dans votre monde, peut-être. La voix de Rousseau restait calme, raisonnable. Mais vous êtes entrée dans mon monde maintenant, Emma. Et dans mon monde, les liens avec moi s'accompagnent de certaines complications. Et alors, je suis censé rester ici indéfiniment? Devenir votre infirmière personnelle, votre prisonnière, votre invitée. Sa correction était douce mais ferme jusqu'à ce que la situation soit résolue. Et quand cela sera-t-il? Bientôt. Il se leva de sa chaise avec des mouvements prudents, contournant le bureau pour se tenir devant moi, même dans son état affaibli. Sa présence était écrasante, grande, puissante, dégageant un danger contrôlé qui faisait battre mon cœur plus vite. J'ai pris des mesures. Les hommes qui vous recherchent seront neutralisés. Je reculai involontairement d'un pas. Neutralisés? Vous ne voulez pas connaître les détails? Son regard était intense et inébranlable. Sachez seulement que je protège ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas. Mes mots sortiront plus durs que je ne l'aurais voulu. Quelque chose vacilla dans son regard. De l'amusement peut-être, ou de la reconnaissance. Vous m'avez sauvé la vie, Emma Shaw. Dans mon monde, cela crée un lien, une dette, que j'ai l'intention de rembourser en assurant votre sécurité. Avant que je puisse répondre, on frappa brusquement à la porte. Marco entra sans attendre la permission. Son expression était grave. Ils l'ont trouvé, dit-il en anglais, sans doute pour moi. Le dispositif de repérage était dans sa trousse médicale. Le visage de Rousseau se durcit. Il a été activé peu après son arrivée hier. Ils ont surveillé ses mouvements dans la maison. Mes jambes se sont soudainement dérobées sous moi. Un dispositif de repérage dans mon sac. Rousseau s'est approché de moi en deux enjambées rapides, me prenant les bras dans une étreinte douce mais ferme. Avez-vous parlé à quelqu'un d'inhabituel à l'hôpital avant de me soigner? Quelqu'un qui aurait pu avoir accès à vos affaires? J'ai secoué la tête, l'esprit en ébullition. Non, attendez. Un souvenir m'est revenu. Il y avait un nouveau gardien de sécurité. Il m'a demandé de vérifier mon sac quand je suis arrivé pour prendre mon service. Il a dit que c'était un nouveau protocole. Rousseau et Marco ont échangé des regards lourds de sens. Ils vous surveillent depuis le début, a dit Marco doucement. Il savait qu'elle les mènerait à vous. Qui? Ai-je demandé, la voix montée par la panique. Qui sont-ils? La famille Kostova, a répondu Rousseau, son accent s'épaississant de ce que je reconnaissais maintenant comme une rage contenue. Une organisation rivale qui tente d'empiéter sur mon territoire depuis un an. Mais pourquoi moi? Pourquoi s'intéresserait-il à une infirmière? Parce que Salvatore n'amène jamais de femmes chez lui, dit Marco d'un ton neutre. Il ne laisse jamais des étrangers s'approcher autant. Vous représentiez une occasion sans précédent de le localiser alors qu'il était vulnérable. Les implications me frappèrent comme une vague écœurante. Je n'étais pas seulement en danger parce que j'avais soigné Rousseau.
J'étais utilisé comme appât, comme un outil pour l'atteindre alors qu'il était blessé et affaibli. Oh mon Dieu! Je m'effondrais dans le fauteuil derrière moi, mes jambes ne pouvant plus supporter mon poids. C'est un cauchemar. Ce sont les affaires, corrigea Rousseau d'une voix froide, brutale mais prévisible. Il se tourna vers Marco. Doublez la sécurité du périmètre. Avancez le calendrier pour Costa ce soir. Marco acquiesça d'un signe de tête et quitta la pièce sans un mot. Rousseau s'agenouilla devant moi, ignorant la douleur qui devait être intense à cause de sa blessure. Ses mains se refermèrent sur les miennes, qui se tordèrent sur mes genoux. Écoute-moi, Emma. Tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal tant que tu seras sous ma protection. Ta protection? J'ai laissé échapper un rire légèrement hystérique. Je n'aurais pas besoin de protection si je ne t'avais jamais rencontré. Peut-être. Ses pouces dessinèrent de petits cercles sur mes poignets, un contact étrangement apaisant malgré tout. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Je le regardais dans les yeux à la recherche de quelque chose. De la tromperie, de la manipulation, du calcul froid qui aurait dû s'y trouver. Au lieu de cela, je trouvais quelque chose qui ressemblait de façon troublante à une véritable inquiétude. Que va-t-il se passer maintenant? Demandai-je, d'une voix plus assurée que je ne me sentais. Maintenant, tu restes ici, où je peux assurer ta sécurité. Mes hommes s'occuperont du coup d'une menace. Une fois que ce sera réglé, tu seras libre de retourner à ta vie. Tout simplement. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres, plus ou moins. Et si je ne veux pas rester, son expression redevint sérieuse. Alors vous vous mettrez en danger. Et il ajouta, d'une voix légèrement plus basse. Vous me laisserez sans mon infirmière très compétente alors que je lutte encore contre une infection. La manipulation flagrante dans cette déclaration était si évidente qu'elle en était presque charmante. Presque. Vous êtes impossible, murmurai-je. C'est ce qu'on m'a dit, répondit-il en se levant, avec un sourire à peine dissimulé. Maintenant, si vous avez fini de remettre en question mes décisions, je crois qu'il est temps de prendre une autre dose d'antibiotiques. Le reste de la journée, je tombais dans une routine inconfortable. Vérifier la blessure de Rousseau, lui administrer ses médicaments, surveiller sa température. Il travaillait depuis sa chambre, recevant un flot de visiteurs qui lui parlaient en italien rapide, leur conversation cessant dès que j'entrais dans la pièce. Le soleil s'était couché lorsque Marco est apparu à la porte de la chambre, l'air sombre. C'est l'heure. Rousseau a hoché la tête, mettant de côté l'ordinateur portable sur lequel il travaillait. Reste avec Emma. Assure-toi qu'elle reste dans la maison. Bien sûr. Marco a jeté un coup d'œil vers moi qui me tenait près de la fenêtre, faisant semblant de ne pas l'écouter. Fais attention, Salvatore. Tu n'es pas au meilleur de ta forme. Je n'en ai pas besoin. La voix de Rousseau était d'un calme mortel qui me donna des frissons dans le dos. Je dois juste être présent. Après son départ, je me suis tourné vers Marco. Que se passe-t-il? Rien qui te concerne, mais son regard ne cessait de se poser sur la fenêtre, vers l'obscurité au-delà de la propriété. Cela me concerne si cela implique des personnes qui semblent m'utiliser pour atteindre M. Rousseau. Marco resta silencieux pendant un long moment. Salvatore rencontre Victor Costa pour lui proposer des conditions. Des conditions, un cessez-le-feu, des accords territoriaux, une compensation pour les différentes passées. Cette formulation clinique ne me trompe pas. Tu veux dire qu'il les menace? Les lèvres de Marco esquissèrent un sourire sans humour. Dans notre monde, les négociations et les menaces sont souvent la même chose. Je me dirigeais vers la fenêtre et scrutais l'obscurité. Des projecteurs éclairaient le terrain, révélant plus d'hommes que je n'en avais vus auparavant, tous armés, tous postés avec une précision tactique autour de la propriété. « Combien d'hommes, M. Rousseau, a-t-il? » demandai-je doucement. « Ici ce soir, » répondit Marco en venant se placer à côté de moi. « Plus de 200. Ce nombre me stupéfia. 200 hommes armés répondant tous à Salvatore Rousseau, tous prêts à le protéger et, par extension, à me protéger, et le prix à payer pour Victor s'accompagnera d'une démonstration de force similaire. C'est normal, c'est un signe de respect. Je me suis enlacé, soudainement frigorifié malgré la chaleur de la pièce. Que se passera-t-il si les négociations échouent? Le regard de Marco était fixé sur le mien. Prier pour qu'elles aboutissent. Les heures passèrent dans un silence tendu. Marco recevait régulièrement des informations sur son téléphone, mais ne me disait rien. Je faisais les 100 pas dans la chambre,
mon anxiété grandissant à chaque minute qui passait. La scène à l'extérieur restait inchangée. Des hommes armés patrouillaient, des projecteurs balayaient le terrain. Le lac reflétait la lune au loin. Il était presque minuit lorsque la porte s'ouvrit et que Rousseau entra. Il avait l'air épuisé, les rides autour de sa bouche étaient plus profondes qu'auparavant, mais ses yeux pâles brillaient de satisfaction. C'est fait, dit-il à Marco en desserrant sa cravate d'une main. Costa a accepté nos conditions. Le soulagement se lut sur le visage de Marco. Tous, tous. Le regard de Rousseau croisa le mien, y compris la clause concernant Mademoiselle Shaw. Mon cœur fit un bond. Quelle clause? Votre sécurité. Votre retour à une vie normale. Le maintien de votre anonymat. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Quelque chose dans la manière prudente dont il choisissait ses mots. Et en retour, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Vous vous préoccupez de questions qui ne requièrent pas votre attention. Si cela me concerne, cela requiert absolument mon attention. Marco émit un son qui aurait pu être un rire étouffé à la hâte. Rousseau lui lança un regard, puis se tourna vers moi. Victor Costa a accepté de renoncer à son intérêt pour vous. En échange, j'ai accordé certaines concessions concernant les routes maritimes qui faisaient l'objet d'un litige. La formulation clinique ne pouvait dissimuler ce qu'il disait réellement. Il avait sacrifié des intérêts commerciaux pour assurer ma sécurité. Cette information aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, elle me laissa un sentiment de vide au creux de l'estomac. Je peux donc rentrer chez moi. L'expression de Rousseau devint prudente. Dès que nous nous serons assurés que Costa respecte sa part du marché, c'est-à-dire quand, dans un jour, peut-être deux, il se dirigea vers le lit et s'y allongea avec des mouvements prudents qui trahissaient son épuisement et sa douleur. Il faut examiner votre blessure. Je ne manquais pas de remarquer le changement brusque de sujet, mais je laissais passer, ma formation médicale prenant le dessus alors que je m'approchais de lui. Marco quitta la pièce, nous laissant seuls. J'aidai Rousseau à retirer sa veste et sa chemise, remarquant les gouttes de sueur fraîche sur son front. Je ne savais pas si elles étaient dues à la douleur ou à l'effort fourni pendant la nuit. Le bandage en dessous était encore propre, ce qui était bon signe. Mais lorsque je le retirai, je vis que la blessure était encore irritée et enflammée. « Vous vous êtes trop poussé à bout », lui dis-je en nettoyant de la zone avec un antiseptique. L'infection ne réagit pas aussi rapidement qu'elle le devrait aux antibiotiques. J'ai connu pire. Je levai les yeux vers son visage et trouvai son regard fixé sur le mien avec cette intensité désormais familière. Cela ne rend pas la situation moins grave. Il leva la main pour écarter une mèche de cheveux de mon visage, son contact s'attardant plus longtemps que nécessaire. « Votre sollicitude est touchante. » Je me suis écarté, appliquant un nouveau pansement avec peut-être plus de force que nécessaire. « C'est professionnel, pas personnel. En êtes-vous certain? » La question est restée en suspens entre nous, chargée d'implications que je n'étais pas prête à examiner. Je me suis affairé à ranger mes affaires, évitant son regard. « Vous devriez vous reposer, » ai-je fini par dire. « Votre corps a besoin de temps pour guérir. Allez-vous rester? » La question faisait écho à celle de la veille, mais cette fois, elle avait un poids différent. Je levai les yeux et trouvai son expression plus ouverte, plus vulnérable que je ne l'avais encore vue. « Je viendrai voir comment vous allez pendant la nuit, » répondis-je évasivement. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Sa voix était douce mais insistante. « Resterez-vous, Emma, ici avec moi? » Ces mots me donnèrent des frissons dans le dos. Pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. « Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Je pense que tu comprends très bien. » Son regard fixait le mien sans ciller. « À partir du moment où tu as tiré ce rideau aux urgences, quelque chose a changé. Tu l'as senti aussi. » Je secouai la tête et reculai d'un pas. « Tu délires. C'est la fièvre. Je n'ai jamais été aussi lucide. » Il s'est levé du lit et s'est approché de moi avec la grâce fluide d'un prédateur, malgré sa blessure. « Tu me vois, Emma? Pas le pouvoir, pas l'argent, pas le danger. Tu me vois. » Il était trop près maintenant, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps, sentir le parfum coûteux qui imprégnait sa peau sous l'antiseptique. « Je ne te connais pas, » ai-je murmuré. « Tu en sais assez. » Sa main se leva pour me caresser la joue. Doucement, malgré la force dont je savais qu'elle était capable. Assez pour avoir peur. Pourtant, tu es là. Assez pour comprendre ce que je suis. Pourtant, tu me traites toujours avec compassion.
Je devrais m'éloigner. Je devrais mettre de la distance entre nous. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à me pencher vers lui. Mon corps trahissait ce contre quoi mon esprit luttait encore. C'est fou. J'ai respiré. Le syndrome de Stockholm à son apogée. Un sourire effleura ses lèvres. C'est votre diagnostic, infirmière Shaw. C'est la seule explication qui ait du sens. Ou peut-être est-ce plus simple que cela. Son pouce suivit le contour de ma lèvre inférieure. Peut-être est-ce que la chimie, le destin, la reconnaissance de quelque chose chez l'autre qui résonne en soi. Poétique pour un homme qui commande une armée de tueurs. Son sourire s'élargit. Nous contenons des multitudes, vous et moi. Avant que je puisse répondre, il réduisit la distance entre nous, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser étonnamment doux, malgré toute la puissance qu'il contenait. J'aurais dû le repousser, le gifler, m'enfuir. Au lieu de cela, mes mains se levèrent pour agripper le devant de son maillot de corps, le tirant vers moi alors que quelque chose en moi se rendait à l'inévitable. Le baiser s'intensifia, ses bras m'enlaçant, me pressant contre son corps musclé. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau à travers le tissu fin qui nous séparait, les battements réguliers de son cœur contre ma paume. À ce moment-là, il n'était pas Salvatore Rousseau, le redoutable chef mafieux à la tête d'une armée. Il était simplement un homme blessé et en voie de guérison qui me tenait comme si j'étais quelque chose de précieux. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, j'ai vu dans ses yeux quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Une vulnérabilité mise à nu, à ma vue. Cela transformait son visage, adoucissant ses traits sévères, révélant l'homme derrière le pouvoir. « Reste, murmura-t-il contre mes lèvres. Reste avec moi cette nuit, et que Dieu me vienne en aide. » Je restais. L'aube se leva en bandes ambrées et roses à travers les baies vitrées, dessinant des motifs sur les draps froissés. Je restais éveillé, observant le jeu de la lumière sur le corps endormi de Salvatore, la ligne forte de sa mâchoire, l'ombre de ses cils sur ses joues, la courbe de son épaule qui disparaissait sous la soie d'anthracite. Il semblait plus jeune dans son sommeil, les traits tendus et autoritaires s'étaient estompés. Il ressemblait davantage à l'homme qu'il aurait pu être dans une autre vie, une vie sans sang, sans pouvoir et sans ennemis tapis dans l'ombre. Mes doigts flottaient au-dessus de sa peau, sans tout à fait la toucher. Qu'avais-je fait? À lumière crue du matin, les événements de la nuit précédente ressemblaient à un rêve fiévreux, ses lèvres sur les miennes, ses mains apprenant la géographie de mon corps. Ma propre soif surprenante pour un homme que je devrais à juste titre craindre. Je glissai prudemment hors du lit, rassemblai mes vêtements éparpillés et me retirai dans la salle de bain. La femme dans le miroir était une étrangère. Les joues rougies, les lèvres légèrement enflées, une petite marque fleurissant à la jonction du cou et de l'épaule, là où sa bouche avait été. J'ai appuyé mes doigts dessus, la légère douleur confirmant que la nuit dernière avait été réelle. Quand je suis sorti, habillé et les cheveux domptés dans un semblant d'ordre, Salvatore était réveillé, appuyé contre les oreillers, me regardant avec ses yeux bleus glaciers qui semblent tout voir. « Tu penses trop fort ?» dit-il d'une voix rauque à cause du sommeil. « Quelqu'un devrait le faire. » Je me suis approché de la fenêtre, mettant de la distance entre nous. La nuit dernière était une erreur, n'est-ce pas? Il bougea, grimaçant légèrement lorsque le mouvement tira sur sa blessure. Cela ne ressemblait pas à une erreur. Je me suis tourné vers lui. « Je suis ton infirmière. Tu es mon patient. Au-delà de ça, tu es... » Je fis un geste vague, englobant le manoir, les hommes armés, le monde qu'il commandait. « Je suis quoi? » Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Un criminel? Un monstre? C'est ce que tu essaies de dire, n'est-ce pas? » Le sourire s'estompa. « Je suis beaucoup de choses, Emma. Certaines d'entre elles t'effraieraient en effet. Mais hier soir, j'étais juste un homme et vous étiez juste une femme. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait l'être. » Il s'assit complètement, le drap replié autour de sa taille. Pour nous, la conviction dans sa voix me fit frissonner. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus dangereux. L'espoir, la possibilité. Je l'écrasais sans pitié. Il n'y a pas de « nous », Salvatore. Il y a une infirmière qui a soigné un patient. Une femme qui a été amenée dans une maison contre son gré. Une nuit qui n'aurait pas dû avoir lieu. Son expression s'est durcie de manière presque imperceptible. C'est ce que tu crois? Que tu n'avais pas le choix, n'est-ce pas?
Tu as envoyé des hommes armés à mon appartement. Tu as menacé mon travail, ma vie. Je t'ai protégé. Les mots étaient doux, mais portaient le poids d'une conviction absolue. À partir du moment où tu m'as soigné à l'hôpital, tu étais en danger. Pas à cause de moi. De ceux qui vous utiliseraient pour m'atteindre. Un danger que je n'aurais pas couru si je ne vous avais jamais rencontré. Je croisais les bras autour de moi. La nuit dernière ne change rien à cela. Salvatore resta silencieux pendant un long moment, m'observant avec une intensité qui me donna la chair de poule. Finalement, il repoussa les couvertures et se leva du lit, sans gêne malgré sa nudité. J'ai détourné les yeux pendant qu'il enfilait un pantalon, même si le souvenir de son corps contre le mien la nuit précédente rendait ce geste presque risible. « Viens avec moi », a-t-il dit en enfilant un peignoir. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » La curiosité lutta avec la prudence. « Quelle réponse ?» Il m'a tendu la main pour répondre à des questions que tu n'as même pas encore pensé à poser. Contre mon bon sens, je posai ma main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent autour des miens, chauds et forts. Alors qu'il me conduisait hors de la chambre, nous traversâmes la maison silencieuse, la lumière de l'aube filtrant à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur les sols en marbre. Les quelques membres du personnel que nous croisions détournaient les yeux, s'évanouissant comme des fantômes. Je me demandais ce qu'ils pensaient en voyant leur employeur conduire une femme débraillée dans les couloirs à la lumière du petit matin. Mais peut-être n'était-ce pas un spectacle si inhabituel. Cette pensée me piqua plus qu'elle n'aurait dû. Salvatore me conduisit dans une partie de la maison que je n'avais jamais vue auparavant. Une aile qui semblait plus ancienne que le reste, avec des boiseries plus sombres et un mobilier plus traditionnel. Il s'arrêta devant une lourde porte en bois richement sculptée de ce qui semblait être un blason familial. « Le bureau de mon père », dit-il en sortant une clé de la poche de sa robe. Je l'ai conservé exactement tel qu'il était le jour de sa mort. La porte s'ouvrit sans bruit, révélant une pièce qui donnait l'impression de remonter dans le temps. De lourds rideaux de velours encadraient les fenêtres donnant sur le lac. Des livres reliés en cuir tapissaient les murs. Un imposant bureau trônait au centre de la pièce. Sa surface était nue, à l'exception d'une seule photographie encadrée et d'un coupe-papier antique en forme de poignard. Salvatore s'approcha du bureau, prit la photo et l'étudia un instant avant de me la tendre. Elle montrait une version plus jeune de lui-même, âgé peut-être de 16 ou 17 ans, debout à côté d'un homme plus âgé aux mêmes yeux bleus saisissants. Entre eux se tenait une femme, d'une beauté fragile, la main posée sur l'épaule du jeune Salvatore. « Mes parents », dit-il simplement, 3 mois avant leur mort. Je levai brusquement les yeux. « Tous les deux ?» Il acquiesça, se dirigeant vers la fenêtre, me tournant le dos. Mon père s'appelait Antonio Russo. Il a bâti l'entreprise familiale à partir de rien. Il s'est fait des amis puissants, mais aussi des ennemis encore plus puissants. Sa voix prit un ton distant, comme s'il récitait des faits concernant des étrangers. Quand j'avais 17 ans, ses ennemis ont décidé qu'il était devenu trop influent. Ils ont attendu que nous soyons tous à la maison. Ma mère, mon père, moi. Quelque chose dans son ton me glaça le sang. Que s'est-il passé? Il se tourna vers moi, les yeux glacés. Ils sont venus de nuit. Des tueurs professionnels. Ils ont d'abord tiré sur mon père dans le bureau du rez-de-chaussée, où il travaillait tard. Ma mère a entendu les coupes de feu et a essayé de le rejoindre. Ils l'ont tué dans l'escalier. Je serrai la photo plus fort, regardant la femme souriante qui ne se doutait pas que sa vie allait finir si violemment. Et toi? J'étais dans ma chambre, j'ai entendu les coupes de feu, j'ai eu le temps de prendre le pistolet de mon père dans le tiroir de sa table de chevet. Quand ils sont venus me chercher, je les attendais. Un sourire effleura ses lèvres, dépourvu de toute chaleur. J'en ai tué 3 avant qu'ils ne me maîtrisent. Mon Dieu. Je posai délicatement la photo. Comment as-tu survécu, Marco? Il est arrivé avec nos hommes juste au moment où il me traînait hors de la maison. Salvatore se dirigea vers un meuble, en sortit une carafe en cristal et 2 verres. Il voulait faire de moi un exemple. Un message à tous ceux qui pourraient envisager de prendre la place de mon père. Il versa un liquide ambré dans les 2 verres et m'en tendit un. Je le pris machinalement, même s'il faisait à peine jour. Après cette nuit-là, j'ai pris une décision. Il a levé son verre en guise de toast mocker. Je deviendrais non seulement le fils de mon père, mais aussi sa vengeance. Je bâtirais un empire si puissant, si intouchable,
que personne n'oserait plus jamais s'en prendre à moi ou au mien. J'ai pris une petite gorgée, le whisky me brûlant la gorge. Et tu as fini par te venger? Il m'a fallu 3 ans pour retrouver tous les responsables. Les hommes qui ont donné l'ordre, ceux qui ont planifié le coup, ceux qui ont survécu à cette nuit-là. Son expression était neutre, mais je pouvais voir l'ombre du garçon de 17 ans dans ses yeux. Je me suis assuré qu'il souffre avant de mourir. J'aurais dû être horrifié, révolté par la désinvolture avec laquelle il parlait de torture et de meurtre. Au lieu de cela, je me suis surpris à lui demander « Cela a-t-il aidé à la vengeance ?» Quelque chose a vacillé dans son regard, peut-être surpris par la question. Non, cela ne les a pas ramenés, mais cela a établi une vérité qui m'a protégé depuis lors. Personne ne touche à ce qui appartient à Salvatore Rousseau sans en payer le prix, trop élevé pour être envisagé. L'implication flottait dans l'air entre nous. Personne ne touche à ce qui appartient à Salvatore Rousseau, y compris moi. Pourquoi me dites-vous cela? J'ai posé le verre, ayant soudain besoin d'avoir les mains libres et l'esprit clair. Il s'est approché, s'arrêtant juste à portée de main. Parce que je veux que tu comprennes qui je suis, pourquoi je suis ainsi, le monde dans lequel je vis. Et alors, je ferai quoi? Je l'accepterai. Je l'embrasserai. J'ai fait un geste vers la pièce. La violence, l'empire criminel, les hommes armés qui patrouillent ta propriété. Alors tu me verras. Sa voix s'est abaissée, s'intensifiant. Tout mon être. Pas seulement les parties qui t'ont effrayé à l'hôpital, pas seulement les parties qui t'ont séduite hier soir, toute la vérité. Et si je ne peux pas accepter cette vérité, son expression s'adoucit, laissant transparaître une vulnérabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Transparaissant à travers son apparence endurcie, alors tu peux partir aujourd'hui. Retourne à ta vie comme si rien de tout cela ne s'était passé. Je le fixais, cherchant le piège, la manipulation. Juste comme ça. Juste comme ça. Il posa son verre, réduisant la distance entre nous. Ses mains se sont levées pour encadrer mon visage, douces malgré la force que je leur connaissais. Mais avant de prendre ta décision, sache ceci. La nuit dernière n'était pas une erreur. Ce n'était pas le syndrome de Stockholm. Ce n'était ni de la manipulation, ni de la coercition. C'était réel. Peut-être la chose la plus réelle que j'ai vécue depuis la nuit où mes parents sont morts. Ces mots ont touché quelque chose au plus profond de moi. Une corde sensible que je ne pouvais nier. Je l'avais ressenti aussi. Le lien entre nous qui défiait la logique et la raison. Le sentiment que dans ses bras, j'avais trouvé quelque chose que je cherchais depuis la mort de James. Pas un remplacement, mais une résonance, une reconnaissance de blessures partagées. J'ai besoin de temps. Je murmurai pour réfléchir, il acquiesça, ses pouces traçant la courbe de mes pommettes. Tu vas rude. Il déposa un baiser sur mon front, s'attardant un instant avant de me relâcher. Marco te ramènera chez toi quand tu seras prête. Je l'ai laissé debout dans le bureau de son père, entouré des fantômes d'un passé qui l'avait façonné pour faire de lui l'homme qu'il était devenu. En traversant la maison, j'ai senti le poids d'une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre quelques jours auparavant. Rester ou partir. Accepter ou refuser. Embrasser le danger ou retourner à la sécurité de ma petite vie qui rétrécissait. De retour dans la chambre d'amis, j'ai rassemblé mes quelques affaires, bougeant machinalement tandis que mon esprit tournait à toute vitesse. Sophia est apparue avec le petit déjeuner, son expression ne laissant rien transparaître de ce qu'elle pouvait savoir ou soupçonner au sujet de ma nuit avec son employeur. Monsieur Rousseau m'a demandé de vous informer qu'une voiture sera prête dès que vous souhaiterez partir, a-t-elle dit en posant le plateau sur une petite table près de la fenêtre. Merci. Je me suis assis à table, même si je n'avais pas d'appétit. Sophia, depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Rousseau? Elle s'est arrêtée à la porte. Depuis mes 16 ans. Il m'a trouvé dans une situation difficile. Il m'a donné un travail, la sécurité, une éducation. Et vous? Avez-vous peur de lui? Une expression qui ressemblait à de la surprise passa sur son visage habituellement impassible. Peur? Non. Respect? Oui. Loyauté? Absolument. Elle hésita puis ajouta. Monsieur Rousseau protège ce qui lui appartient, pas seulement par la peur. C'est rare dans notre secteur. Elle partit avant que je puisse lui poser d'autres questions. La porte se referma doucement derrière elle. Je mangeais machinalement, observant la lumière du matin s'intensifier sur les terrains soigneusement entretenus.
Des hommes patrouillaient toujours le périmètre, mais ils semblaient moins nombreux que la veille. La crise, quelle qu'elle ait été, semblait être passée. En milieu de matinée, j'avais pris ma décision. Je trouvais Marco dans le hall principal, discutant tranquillement avec plusieurs hommes en costume qui se dispersèrent à mon approche. Je suis prêt à rentrer chez moi, ai-je dit en serrant ma trousse médicale comme une bouée de sauvetage. Marco m'a observé longuement, le visage impassible. Bien sûr, la voiture vous attend. Il a hésité puis a ajouté. Salvatore m'a demandé de vous donner ceci à ouvrir lorsque vous serez seul. Il m'a tendu une enveloppe épaisse de couleur crème, scellée à la cire et portant ce que j'ai reconnu comme étant le même blason que celui de la porte du bureau. Je l'ai glissé dans mon sac sans faire de commentaire. Le trajet du retour fut surréaliste dans sa normalité. Pas de bandeau sur les yeux cette fois-ci, juste un trajet silencieux à travers la campagne que je n'avais pas vu à mon arrivée, laissant finalement place au paysage urbain familier de la ville. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble délabré, j'eus l'impression que des années plutôt que des jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois que je l'avais vu. Votre appartement a été sécurisé, dit Marco tandis que le chauffeur m'ouvrait la porte. De nouvelles serrures, un meilleur système de sécurité. Madame Shaw, il a hésité, puis a continué d'une voix plus douce. Il ne se donne pas souvent à ce point. Presque jamais. En fait, j'ai croisé son regard, comprenant le message sous-jacent à ces mots. Merci, Marco, pour tout. Mon appartement semblait identique, mais différent. Tout était à sa place, mais j'avais le sentiment que quelqu'un avait été là en mon absence. Les nouvelles serrures étaient évidentes, toutes comme le panneau de sécurité discret à côté de la porte, qui n'était pas là auparavant. Je posais mon sac sur la table basse, soudainement épuisé malgré l'heure matinale. L'enveloppe que Marco m'avait donnée semblait me brûler la conscience. Les doigts tremblants, je brisai le seau de cire et en sortis une seule feuille de papier épais, couverte d'une écriture forte et inclinée. Emma, à présent, tu es chez toi, probablement en train de te poser des questions sur tout ce qui s'est passé entre nous. Je ne vais pas insulter ton intelligence en prétendant que tout cela n'était qu'un rêve ou un moment de folie passager. Ce qui s'est passé était réel. Ce que je ressens pour toi est réel. Je ne suis pas un homme bien selon les normes de la société. J'ai du sang sur les mains que je ne pourrai jamais laver. Je commande des hommes qui tueraient ou mourraient sur mon ordre. J'évolue dans un monde d'ombre et de violence que peu de gens entrevoient et encore moins comprennent. Mais avec toi, j'ai trouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. La capacité de ressentir quelque chose qui dépasse le pouvoir, la vengeance, le calcul froid qui définit mon existence depuis l'âge de 17 ans. Tu as demandé du temps, et je te le donnerai. Un jour, une semaine, un mois, tout le temps dont tu as besoin pour décider si ce que nous avons trouvé l'un chez l'autre vaut la peine d'être exploré malgré les complications. En attendant, sache ceci, que tu me choisisses ou non, tu es sous ma protection. Les hommes qui surveillent ton appartement sont là pour assurer ta sécurité, pas pour contrôler tes mouvements. Tu es libre de vivre ta vie exactement comme avant notre rencontre. À une différence près, tu as désormais un choix que peu de gens ont la chance d'avoir. Tu peux entrer pleinement dans mon monde, les yeux grands ouverts, en sachant exactement ce que cela implique, ou tu peux t'en aller, retourner à la vie que tu connaissais, avec le souvenir de ce qui aurait pu être. Quelle que soit ta décision, sache que tu as réveillé en moi quelque chose que je croyais mort avec mes parents il y a toutes ces années. Rien que pour cela, je te serai toujours redevable jusqu'à ce que nous nous revoyions, Salvatore. Je lus la lettre 2 fois, puis la mis de côté et me dirigeai vers la fenêtre. Dans la rue en contrebas, un SUV noir était garé à un demi-pâté de maison. Un autre était visible au coin de la rue, surveillant, protégeant. Il y a 3 jours, cette scène m'aurait terrifié. Maintenant, il suscitait en moi un mélange complexe d'émotions que je ne parvenais pas à démêler complètement. Un sentiment de sécurité, certes, mais aussi un étrange sentiment d'appartenance, d'être suffisamment apprécié pour justifier de telles mesures. Mon téléphone que j'avais laissé sur ma table de chevet quelques jours auparavant vibrait sous l'effet des messages. L'hôpital s'inquiétait de mon état de santé. Mes amis se demandaient pourquoi je ne donnais plus de nouvelles. Les préoccupations quotidiennes normales d'une vie qui me semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Je devrais les rappeler. Je devrais retomber dans la routine confortable du travail et de la maison, et dans le chagrin tranquille qui m'accompagnait depuis la mort de James. Le choix sûr, le choix sensé.
Au lieu de cela, Runana, je me suis retrouvé à chercher le téléphone jetable que les hommes de Salvatore m'avaient donné, toujours dans ma trousse médicale où je l'avais rangé avant de quitter le manoir. Il n'y avait qu'un seul numéro programmé. Mon doigt planait au-dessus du bouton d'appel tandis que je pesais deux avenirs, l'un sûr mais modeste, l'autre dangereux, mais plein de possibilités. En fin de compte, ce n'était pas vraiment un choix. Le téléphone ne sonna qu'une fois avant qu'il ne réponde. Sa voix, un grondement grave qui me fit frissonner de reconnaissance. Emma. Mon nom dans sa bouche sonnait à la fois comme une prière et une possession. Tu as pris ta décision rapidement. Je regardais les hommes qui gardaient ma rue, la lettre sur ma table basse, la trousse médicale qui m'avait conduite dans son monde, la vie que je menais comme une somnambule depuis la mort de James. J'ai des questions, dis-je d'une voix plus ferme que je ne me sentais. Des conditions. Un petit rire. Je n'en attendais pas moins. Je ne renoncerai pas à mon métier d'infirmière. Ma carrière, mon indépendance, je ne te demanderai jamais cela. J'ai besoin de tout savoir. Pas de secret, pas d'ignorance protégée. Une pause plus longue cette fois-ci. Cette connaissance s'accompagne de responsabilité, de danger. Je sais. Et vous êtes prête à cela. Je pensais au garçon de 17 ans qui avait affronté des tueurs dans la maison de son enfance, à l'homme qui avait bâti un empire sur les cendres de sa famille, au patient qui m'avait regardé de ses yeux bleus glaciers et avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu depuis la mort de James. Oui, ai-je simplement répondu. Je le suis. Le silence s'est installé entre nous, chargé de sens. Quand il a enfin pris la parole, sa voix avait une chaleur que je n'avais aperçue que dans nos moments les plus intimes. Alors rentre à la maison, Emma. Reviens à moi. Dehors, l'un des SUV s'est éloigné du trottoir, a fait le tour du pâté de maison et s'est arrêté juste devant mon immeuble. La sonnette de la porte d'entrée retentit, ces hommes venaient m'escorter jusqu'au manoir. De retour vers lui. J'aurais dû avoir l'impression de me rendre, de capituler devant une force trop puissante pour que je puisse lui résister. Au lieu de cela, j'avais l'impression de me réveiller, de sortir de la demi-vie grise que je menais pour entrer dans quelque chose de vif, de dangereux et de réel. J'arrive, dis-je avant de raccrocher. Alors que je rassemblais les quelques affaires dont j'aurais besoin, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir, les joues rougies, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait étrangement à de l'espoir. J'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Il y a 3 jours, j'avais pansé les blessures d'un inconnu qui commandait une armée de tueurs. Aujourd'hui, je choisissais de faire partie de son monde, de sa vie, de sa protection, de lui. Cette pensée aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'avais l'impression de rentrer chez moi après un très long voyage. J'ai jeté un dernier regard autour de moi dans l'appartement qui avait été mon refuge et ma prison depuis la mort de James. Puis je suis sorti sans me retourner vers les hommes qui m'attendaient pour m'emmener à Salvatore, vers un avenir que je n'aurais jamais pu imaginer, mais dont je ne pouvais plus imaginer me passer. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic, comme la fin d'un chapitre et le début d'un autre. En descendant les escaliers vers la voiture qui m'attendait, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Elle a pansé les blessures du chef de la mafia et, ce faisant, a peut-être commencé à guérir les siennes.